Maman, j'ai foiré. Le seul podcast qui demande aux patrons, personnalités et anonymes, de se livrer uniquement sur leurs échecs. L'abus d'échec n'est pas dangereux pour la santé. Bonjour, Martin Charlier, comédien. Aujourd'hui, on va principalement parler de mes échecs, ce qui est bien plus intéressant que si on devait parler de mes réussites. En tout cas, ce sera plus long. Eh ben voilà, c'est fait pour l'intro. Bonjour Martin, merci. Bonjour Vincent. De me recevoir. On est chez toi ici. Oui. La première question, elle est toute simple, mais comment vas-tu ? Ouais, écoute, ça va. J'ai fait des gros travaux chez moi, comme tu vois, l'année dernière. Je dois encore faire repeindre. Ce sera pendant quelques mois. La Belgique entière est au courant pour tes Oui, travaux, je pense. c'est très bien. Il fallait, mais elle était déjà au courant. Je ne m'en suis jamais caché à la radio. Exact. Alors Martin Charlier, c'est des centaines de représentations partout en Belgique, c'est des millions de vues sur les réseaux sociaux, c'est des émissions à succès comme Le Grand Cactus, La Récré de midi. Mais est-ce qu'il foire des trucs, le Martin Charlier qu'on connaît ? Ah ben oui, évidemment qu'il foire des trucs. C'est même grâce aux trucs, je foire même plus souvent que je ne réussis. C'est peut-être grâce aux trucs que je foire qu'on arrive finalement à se faire aimer du public, parce que le public, c'est ça qu'il aime bien. Il aime bien les failles et pas uniquement quelqu'un qui montre qu'il réussit tout le temps. Et ça, tracasse pas, je ne montre pas que je réussis tout le temps. D'accord. Avant de parler de tes échecs plus précisément, je vais te laisser une petite minute pour nous dire, te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et d'une certaine manière, nous dire ce que tu réussis, ce pourquoi tu es connu pour ta réussite. Une fois qu'on aura terminé cette partie-là, tu t'engages à ne parler que de tes échecs. Bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, Martin Charlier, comédien, humoriste, surtout humoriste à la base, c'était mon rêve quand j'étais petit, donc j'ai tout fait dans ma vie pour arriver à ça. Et ça a été émaillé de succès grandissants. D'abord une victoire au Festival de Rochefort, mes premières télés, l'explosion grâce au personnage de Kiki l'innocent, qui parlait de foot dans l'émission Coupe du Monde, Tribune, tout ça, puis Le Grand Cactus. Donc tout ça a été une suite logique où tout a monté à chaque fois. Et donc ça, c'est côté réussite, je vais dire. Je parlais de millions de vues. Tu as un record sur une vidéo comme ça que tu as en tête ? Oui, je crois que j'en ai une qui est à 17 millions, je pense. 17 millions de vues. C'est quand même beaucoup. Pas mal. Oui, c'est quand même beaucoup, parce que quand on réfléchit, c'est plus d'habitants que ce qui est en Belgique. Et encore, si tu supprimes tous les Flamands qui ne doivent pas nécessairement regarder notre humour à la con, il y a sûrement beaucoup de Français dedans. C'est un podcast pour fédérer. Oui, tout à fait, bien sûr. Martha, c'est quoi ta définition de l'échec personnel ? Ça c'est difficile à dire, mais c'est pas si grave qu'on le croit. C'est ça que j'ai envie de dire. L'échec, c'est pas si grave qu'on le croit. Oui, j'ai envie de dire ça. Parce qu'en fait, en tout cas quand moi j'étais petit, et peut-être que c'est toujours comme ça maintenant, on est toujours élevé dans la peur de l'échec. Ça commence déjà à l'école et tout ça. Et donc quelqu'un qui... Moi je ne ratais pas, je réussissais, j'étais plutôt premier de classe. Mais celui qui foire à l'école est souvent déjà catalogué dès le début, j'ai presque envie de dire dès la naissance, dès 4, 5, 6 ans. On voit tout de suite les 2-3 enfants qui sont à la traîne dans la classe, ils sont montrés du doigt, et comme si l'échec était quelque chose de tabou. Enfin, je le vivais comme ça, moi, quand j'étais petit. Et puis, en fait, au fur et à mesure de la vie, on s'aperçoit que s'il y a bien quelque chose qui vous construit, qui vous nourrit et qui vous rend plus fort, c'est l'échec, bien plus que la réussite. Pourquoi est-ce qu'on parle difficilement de ces échecs ? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de typiquement belge, de typiquement européen ? On a une culture différente. Si je prends par exemple la culture américaine, l'échec, limite, c'est sympa de le mettre sur la carte d'identité, quoi. Et pas chez nous. Pourquoi ? Oui, non, je pense qu'il y a un magma négatif autour de l'échec. On voit l'échec comme quelque chose de purement et simplement négatif. On est aussi dans une société où il faut toujours se montrer dans sa réussite. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Toujours essayer de se montrer sur son meilleur jour. D'ailleurs, le nombre de gens qui utilisent des filtres Instagram pour se rendre un petit peu plus beau ou moins laid que ce qu'ils ne sont, alors qu'en fait, pour ça, j'aimais bien quelqu'un comme Jean-Pierre Bacry qui passait à la télé sans une touche de maquillage, sans rien du tout. Alors il avait toujours l'air crevé et cerné, mais au moins, comme il disait lui-même, au moins il ne triche pas, il joue, il est comme il est. Et puis c'est pour ça que l'échec maintenant commence à être un peu mieux vu, parce que
en fait, ça nous rend plus humains, plus proches des gens, et personne n'est capable de faire une vie sans un seul échec. D'ailleurs, je ne souhaite ça à personne, parce on apprécie la réussite à partir du moment où on a vécu un échec. Si on ne vit que des réussites, on ne s'en rend même plus compte. Est-ce qu'il te fait peur, toi, personnellement, l'échec? Ça fait quand même toujours un peu peur. Hein. Je vais pas aller jusqu'à dire qu'on fait des choses. Oh, j'espère que je vais me planter, comme ça je serai plus fort. Non, on essaie quand même toujours de réussir. Il faut pas exagérer. Et faut juste pas se laisser démonter quand l'échec arrive, et justement voir ça. Mais ça, c'est là qu'est tout le débat. Voir ça comme une opportunité plutôt que justement comme un état de fait où oh merde, je suis de merde, j'ai raté, j'arrête tout. Non, au contraire, c'est censé nous booster, donner un. Ouais, c'est l'objectif de ce podcast. C'est de montrer que derrière toutes les grandes réussites dont tu fais partie, il y a des échecs. C'est inévitable. En réalité, je pense, quand on est entrepreneur et quand on est artiste, on est aussi entrepreneur. Ouais. On le sait et on doit s'y faire. L'échec fait partie du parcours, c'est là, et il faut limite ne pas l'éviter, puisque de toute façon la vie nous servira d'autres échecs qu'on ne verra peut-être pas arriver, donc autant s'y faire directement. Il y a des éléments pour toi qui jouent un rôle dans la peur de l'échec. On a parlé des réseaux sociaux, justement cet effet réseaux sociaux où il faut toujours se montrer beau, il faut toujours se montrer en train de réussir. Est-ce qu'il y a, selon toi, un effet réseaux sociaux et d'autres effets? Ça, je pense je pense que la peur de l'échec, aujourd'hui plus que jamais, elle est renforcée justement par tout ça, par les réseaux sociaux. Mais il y a qu'à voir comme nous, on l'a souvent en tant qu'humoriste, comme on se jette en pâture tout de suite quand on se met sur les réseaux sociaux. On autorise les gens à dire tout ce qui passe par la tête. Et ceux qui réagissent, c'est pas toujours justement les gens les plus pondérés et les meilleurs, c'est plutôt justement ceux qui parlent automatiquement avec leurs doigts en pensant qu'ils sont tout seuls chez eux, qui ne risquent rien, que ceci, cela. Et oui, donc ça, je pense que c'est renforcé par ça, parce qu'on a peur des fois de susciter ces réactions-là. Maintenant, j'ai appris à ne plus en avoir peur. Je sais qu'il y a des gens, des haters, comme on dit, qui vont toujours mettre n'importe quoi. Des fois, je suis même étonné à quel point on laisse faire certaines choses comme ça. Ouais. Je pense à tous ceux qui... Moi, j'ai déjà remarqué ça, le nombre de gens qui mettent un commentaire sur un aspect physique, par exemple. C'est un truc de fou, tu vois. Ça, moi, ça m'est déjà arrivé. Je pense que ça arrive encore plus à la gente féminine qui des fois publie un truc et est jugée directement. Oh, elle a grossi. Mais juste mettre ça, mais les gens se rendent compte à quel point c'est immonde de mettre ça. La portée des mots. Mais d'abord, on juge pas le physique des gens. Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'elle ait grossi ou qu'elle ait pas grossi? Moi, j'ai déjà eu ça aussi. Une fois, j'avais une semaine un peu difficile. C'était vraiment à 100%. Puis ça se terminait par une soirée de gala. Et là, il y a des gens qui prennent des photos avec toi. Forcément, j'étais un peu fatigué. C'est la première chose le premier commentaire que je prends. Il me semble que tes valises, elles sont dans tes yeux, tu vois. Mais moi, je suis super vexé quand je vois un truc comme ça. Je dis, mais comment est-ce que les gens pensent à faire un truc physique? J'aimerais bien voir la tête de celui qui est en train de le taper à ce moment-là, qui lui se croit à l'abri de tout et qui doit sûrement avoir un paquet de défauts du genre un œil de verre, un troisième œil ici, une oreille là. Et est-ce qu'il aura envie, lui, qu'on lui dise, et toi, tu vois, je n'en reviens pas à quel point les gens sont capables de faire preuve de méchanceté. Et ça, il y en a quand même beaucoup. Et ça, je pense que ça renforce la peur de l'échec dans notre société d'aujourd'hui, parce qu'il y a toujours ça qui pend au nez. Quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu étais dans une soirée, tu lâchais une mauvaise blague, tu disais un truc con, t'avais juste la réaction des gens là sur place qui étaient bourrés, qui rentraient chez eux. Maintenant, les gens, ils rentrent chez eux, ils vont sur les réseaux sociaux, et le monde entier est au courant que t'as pissé contre le mur du café juste à côté. C'est pas ce qui m'arrive à moi, mais je prends un exemple. Bien sûr. Maintenant, quelqu'un qui fait ça, maintenant, on a toujours l'impression que on marche sur un fil comme un funambule, et que la vie, c'est ça, quoi. Que le mois de pas de travers, on tombe, on est pointé du doigt, on est mis en pâture, et ça ne va pas, évidemment. On va essayer d'apporter un petit peu de contexte. Dans quel style d'environnement tu as grandi, quoi? C'est quoi ton parcours et l'environnement dans lequel tu as évolué dans ce parcours? Moi, c'était ici à Herve, donc c'est ce qu'on appelle typiquement les petites villes de province. C'est pas c'est pas les grandes villes, c'est pas Liège, c'est pas Verviers, c'est pas la campagne pure et dure non plus, bien que ça le soit. C'est pour ça que j'ai toujours bien aimé Herve, c'est un compromis entre la ville et la campagne. D'accord. D'ailleurs, ma rue s'appelle Pré de Ville, c'est ça qui est marrant. Donc par derrière toi, là, on ne le voit pas, mais ce sont tous les prés. Et là, de l'autre côté, c'est la ville. Donc, je peux aller dans la ville à pied, mais voilà.
Et donc petite ville de province. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y a tout un microcosme autour de ça, d'une petite ville de province. Il y a un côté, en tout cas, Herve avait un côté très très catho, très très droit, famille catholique, famille catho, tout ça, jusqu'à l'école, au scout, donc on est dans une vie un peu comme ça. D'accord. Et effectivement, dans un truc très... Là, c'est plus le jugement des réseaux sociaux, c'est quand c'est catholique, c'est le jugement de Dieu. On a peur, on fait tout par rapport à ça, donc sans en être nécessairement persuadé, plus par habitude aussi. Mais c'est ce qui fait ressortir un certain charme d'une petite ville de province, quoi. C'est pour ça que moi je ne changerai pas. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les films de Claude Chabrol. Ça se passe toujours dans des petites villes de province en France, avec des gens dans leur banalité, et il se passe toujours un truc extraordinaire, et voilà. Donc ça, c'est chouette. Est-ce que tu as un souvenir d'un échec que tu as subi étant petit, à la maison, à l'école? Oui, j'en ai quand même eu un paquet. J'en ai quand même eu un paquet. À l'école, j'étais plutôt fort quand j'ai démarré. D'accord. Mais justement, quand on est un peu fort et dans les premiers de la classe, le moindre truc raté, c'est aussi ça, la tendance à une espèce d'élitisme inconscient. C'est pas de la faute ni de mes profs, ni de mes parents, ni de ma famille, ni de mes amis, mais il y a une espèce de truc comme ça. On mettait des points verts et des points jaunes et des points rouges dans les bulletins quand on est petit. L'école joue un rôle dans l'acceptation ou non de l'échec. Je pense que ça change un peu maintenant, mais moi quand j'étais petit, si tu avais un bulletin superbe avec 9 points verts et 1 point jaune, et encore le point jaune c'est hors discipline, mais c'est même pas un point rouge, c'est un point jaune. La réaction des gens, c'était plutôt que de se dire waouh, 9 points verts, ils vont plutôt se dire c'est quoi que t'as raté? En regardant le truc, en ne regardant que le truc raté. C'est les parents, les parents? Un peu tout le monde, ça c'est très présent. Même aujourd'hui dans la société, on a souvent tendance à souligner le pourcent qui ne va pas, plutôt que les 99% qui fonctionnent. C'est vrai. Et ça c'est quelque chose qu'on constate un peu partout. Et c'est ça que tu as ressenti à l'école, toi, personnellement? Moi j'ai souvent ressenti ça à l'école, j'ai souvent ressenti ça partout. Même dans ce que je fais actuellement, ça m'arrive souvent je me souviens que j'ai fait mes 15 ans de scène il y a 2-3 ans c'était au Forum de Liège, c'était un gros moment, c'était une grosse organisation. C'était un moment merveilleux et tout. Et j'ai vu certains proches, après que j'ai depuis toujours, qui sont venus me voir pour ce grand moment de fête, et qui te font 2-3 remarques négatives, et tu le prends très mal à ce moment-là, parce que tu te dis, mais enfin, j'ai tout est réussi à 99%, putain, fais la fête, plutôt que de me souligner au fluo ce que tu trouves qui n'a pas été. On ne va pas l'améliorer. C'était mon apothéose, mais 15 ans de scène, par définition, ça n'arrive qu'une fois. Donc il ne va pas y avoir une deuxième fois. Ce ne sera plus les 15 ans. Tu étais en live. Voilà, donc profitons de ça. Aucune tricherie. Et moi, j'ai dit à ces personnes de mon entourage, ils ont vu que j'étais un peu vexé, j'ai dit c'est un peu comme une équipe de foot qui joue le titre. Et ils arrivent au dernier match de la saison pour le titre. Et ils gagnent le titre. Alors ce match-là en particulier n'est peut-être pas parfait, ça a peut-être été un match difficile à gagner, mais quand le match est terminé, l'heure est à la fête et au réjouissement du titre acquis, plutôt que d'encore passer du temps à voir tout ce qui n'a pas été. C'est des fois un peu vexant. Moi je trouve que c'est ça qui est important. On doit accepter l'échec en se disant que ça fait partie de la vie de tout le monde et pas focaliser dessus. En se disant comme si on était tous des surhommes, qu'on doit arriver à ça. Moi, ce qui est beau aussi dans la vie, c'est la part de choses qu'on ne réussit pas. Quelle attitude on devrait avoir par rapport à quelqu'un qui subit un échec à l'école ou qui subit une moquerie? On parle souvent de bienveillance, mais selon toi, comment on devrait se comporter devant cette personne pour dire d'être dans le bon? Simplement. Ça, c'est clair que la bienveillance, c'est le maître mot pour tout. Et ça, on n'en parle pas assez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tendance à un peu opposer les gens très fort. Il y a beaucoup de clans. On le voit. C'est aussi bien. Il y a les clans, les femmes, les hommes, il y a les nationalités, il y a les religions, il y a les orientations sexuelles, et comme si on devait chaque fois choisir son camp dans tout et s'opposer aux autres, alors que moi j'ai plutôt envie qu'on rassemble tout ça. Et on a souvent tendance avec l'hashtag MeToo aujourd'hui à dire tous les hommes sont des connards, mais non, tous les hommes ne sont pas des connards et toutes les femmes ne sont pas des saintes non plus.
Et en fait, qu'est-ce qui relie tout ça? C'est qu'il y a des gens bienveillants dans toutes les catégories de gens. Ça, c'est important. Et c'est là-dessus qu'on doit aller, parce que je trouve qu'aujourd'hui, là, on laisse trop le libre cours à justement la malveillance par rapport au réseau, des choses comme ça. Ça devrait même être pénalisé, je trouve, des fois. La bienveillance est importante. Donc, quand quelqu'un a un échec, c'est d'abord, qu'il ait un moment donné où il s'effondre au début, je peux comprendre. Quand il nous arrive quelque chose de pas chouette, c'est pas chouette. Je veux dire, on n'arrive pas à transformer ça en sensation agréable tout de suite. On rate, c'est pas gai. Donc il y a une partie comme je dirais, une partie de deuil où on doit accepter ce qui est arrivé. Ouais. Et puis c'est à partir de là que une fois que le deuil est fait, que le travail doit se faire. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut discuter, qu'il faut de la compréhension, analyser les raisons de cet échec-là et qu'est-ce que je peux mettre en place dans l'avenir pour que quand je me retrouve confronté au même genre de situation, cette fois-ci j'arrive à trouver les clés pour en tout cas ne pas reproduire ce que j'ai fait. C'est plus intéressant de travailler comme ça, mais si on doit parler à quelqu'un, ça ne se fait qu'évidemment avec de l'écoute et de la bienveillance. Si tu arrives avec quelqu'un en disant « Ah, qu'est-ce que t'as encore été foiré, t'es espèce d'imbécile, je te l'avais dit », ça c'est les pires trucs qui peuvent te... Moi je me suis souvent laissé détruire par des avis extérieurs comme ça de gens qui préfèrent casser que construire. C'est toujours beaucoup plus facile de casser que de construire. Évidemment. Et justement, l'échec, c'est ça. C'est comment reconstruire après quelque chose qui s'est cassé. Tout ce qui est cassé, je l'ai vu avec ma maison l'année dernière, qui partait en lambeaux, à un moment donné, on répare. Bien c'est sûr. ça qui est important. Ton premier échec professionnel, on avance un petit peu dans le temps, tu le vis quand et à quel âge ? Mais j'ai l'impression que ça, je l'ai vu assez tôt, que c'est une succession. J'ai l'impression que très rapidement, j'ai appris l'échec. Surtout dans l'humour. L'humour, on est confronté à l'échec tout de suite. Parce que l'humour, c'est vraiment c'est vraiment une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Ou tu fais rire et tu peux avoir l'air d'un génie, ou tu ne fais pas rire et tu peux avoir l'air du dernier des cons. Pour la même chose, hein. Ça m'est déjà arrivé de faire un même spectacle dans une circonstance où ça cartonne et où les gens viennent, oh, c'est génial, et c'est vous qui écrivez, oh oui, oh, c'est intelligent, c'est bien, et là, t'as l'air d'un génie, oh, et le même spectacle qui ne marche pas devant notre public pour diverses raisons, hein, qui sont des fois indépendantes de l'artiste que je suis. Certaines fois, c'est parce que t'as des mauvaises conditions techniques, certaines fois, c'est parce que t'as pas assez de public, ou bien que le public n'est pas... En fait, t'as plein de raisons à ça. Et c'est très déstabilisant de jouer la même chose et de se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de réaction. Et là, on a envie, cette sensation est horrible. Tu as un moment précis, une histoire précise ? Ouais, moi je me souviens bien d'une des premières fois où j'ai été engagé pour faire un spectacle complet. C'est-à-dire que j'avais fait mon premier spectacle complet genre en 96, je l'avais organisé moi-même, ça avait bien fonctionné, j'étais content. Et justement, quand ça fonctionne bien tout de suite, on a tendance à se dire directement qu'on est dans le bon et que c'est bon, je suis arrivé. En fait, non, c'est pas parce que ça marche bien. Ça, on apprend que c'est pas parce que ça marche bien une fois que ça marchera la fois suivante. Et une fois, je suis engagé c'était pour les 24 heures, 2 chevaux de Francorchamps à l'époque. Ils font une soirée et ils me demandent de venir faire un spectacle d'1 heure. Donc, je suis tout content, on m'engage. Et puis, j'arrive, en fait, rien n'est préparé pour avoir un spectacle. Sur la scène, il y avait déjà 2 chevaux. Donc, vas-y pour te frayer un chemin au milieu des 2 chevaux pour aller faire ton spectacle. Et puis, et tous les gens étaient là, ils étaient même pas assis, ils étaient debout au bar en train de discuter entre eux. Tu montes sur scène. C'est dans un bruit permanent. Les gens ne se rendent même pas compte qu'il y a quelqu'un sur scène. On m'annonce, on ne t'applaudit même pas. T'es connu déjà Non, pas du tout, mais tu comprends tout de suite que ça ne va pas aller puisque les gens ne t'écoutent pas. Quoi qu'il arrive, tu rentres sur scène, il n'y a personne applaudit, comme si on se rendait même pas compte qu'il y a quelqu'un qui monte sur scène. Et là, t'es parti pour 1 heure d'horreur parce que t'as l'impression que t'entends un bruit permanent, que personne t'écoute. T'as quand même les 2 premiers rangs qui t'écoutent un petit peu, mais pas assez pour que tu sentes que ça fonctionne. Tu prends sur toi, tu essaies de le faire le mieux possible. Et ça, je me souviens de cette sensation horrible après, ou quand le spectacle se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, autant d'aller d'un génie quand ça se passe bien, alors tu bombes le torse, bonjour, oui. Et là, t'as l'impression que tout le monde t'évite, en fait, quand c'est comme ça. Tu le vis comment, ça, émotionnellement? Tu le vis super mal. Ouais. Tu rases les murs, parce que tu n'oses même plus, les gens que tu croises, ils sont mal à l'aise, ils se sont rendus compte que ça ne s'est pas bien passé, ils ne savent pas quoi te dire parce qu'ils n'ont pas de compliments à te faire, puisque ce que tu as fait, c'est à foirer.
Donc t'as l'impression d'être transparent, de ne pas exister. Là, tu croises des gens qui détournent le regard pour passer à 1 mètre de toi, pour éviter à avoir à te parler. Ça, c'est dur. Tu as déjà des petits trucs à ce moment-là pour passer là, de l'autre côté de l'échec, ou c'est encore un peu tôt? Là, je n'en ai au cas. Ce que tu fais juste, et ce qu'il y a 2 ou 3 personnes de ton entourage qui font aussi, c'est de dédramatiser l'échec en essayant de te montrer que ce n'est pas ta responsabilité. Tu en parles à ton entourage? C'était justement la question suivante. Est-ce que tu en parles? Oui, ils le voient, parce que moi, j'ai toujours fait ça fort en famille. Moi, c'était avec ma mère que je répétais les sketchs, et mon frère qui venait faire la régie et tout. Donc, ils sont aux premières loges. Tu te rends compte que eux le vivent aussi mal que toi. Même plus, parce que ça les rend malades. Ils en souffrent aussi de ça, parce que eux, quand ils te voient sur scène, même quand ça marche bien, ma mère, quand elle me voyait sur scène, même quand ça cartonnait, elle a peur pendant l'intégralité du spectacle. Maintenant plus, parce que ça fait longtemps. Mais même maintenant, quand je fais un nouveau spectacle et que ma mère vient, quand j'ai fait le forum dont je te parlais, pourquoi est-ce que c'est justement dans mes proches qui m'ont fait les plus de remarques négatives? Parce qu'en fait, eux l'ont pas bien vécu, parce qu'ils ont été malades. Ils ont tellement eu peur pendant tout le spectacle que ça se passe pas bien, alors que ça se passait très bien, qu'ils ne sont jamais arrivés à se détendre, eux, en tant que public. C'est ça. Et donc, ils se sont superposés sur moi. Par exemple, mon frère m'avait dit « Oh, t'étais nerveux !» Et on avait l'impression que... Et je dis « Mais... » Et mon agent était à côté de moi, il disait « Mais Nicolas, mon frère s'appelle Nicolas. » Et mon agent disait « Mais non, j'ai connu ton frère à ses débuts. Là, il vomissait. Là, il était super détendu et tout. En fait, c'est mon frère qui était nerveux. C'était pas moi. » Et lui, tellement... Mais c'est de l'empathie, c'est tellement peur pour moi. C'est de l'amour, je pense, qui est renvoyé d'une certaine manière. Bien sûr. Et donc, ils sont incapables, eux, de se détendre. Et donc, ils projettent ça sur moi en pensant que moi, j'étais dans le même état, alors que je ne l'étais pas. On a souvent, je pense, tendance à avoir peur pour les autres. Et dans nos mots, projeter un espèce de climat où on se renferme dans la peur de l'échec. Moi, je suis papa, par exemple, et il m'arrive de me dire... De me rendre compte que je dis trop souvent à ma fille « Attention Léa, les escaliers, attention Léa, ceci ». Et d'une certaine manière, tu crées un climat qui peut alimenter l'échec et l'enfant. Et plus on est proche, plus ça va arriver, ça. Et ça arrive d'autant plus par enfant. Moi, par exemple, moi j'ai perdu mon père assez tôt, donc j'ai plutôt un rapport assez fusionnel avec ma mère à la base. Quand je dis ça... Ça arrangé, hein. Ma mère ne vient pas tous les jours ici, toutes les 2 minutes. D'ailleurs, ma mère habite à 500 mètres de chez moi, je peux ne pas la voir pendant 2 mois, pour dire que tout ça s'est soigné. Mais il y a quand même une espèce de petite fusion rapport mère-enfant qui fait qu'elle vit ce que je vis, expose en sang. Donc si moi je me sens nerveux, elle va l'être encore plus. Si moi je me sens, elle va vivre comme ça. Et ça effectivement, je pense que oui, c'est assez dur. C'est assez dur pour elle à ce moment-là. Donc, et c'est pour ça que c'est justement les proches qui ont tendance à renforcer, à ne pas atténuer en tout cas ce sentiment de stress, d'angoisse et tout, et justement à le renforcer. Ma mère étant trop... je vais te donner un exemple tout court, je dis toujours ça pour rigoler, mais... moi, par exemple, si je me sens... On peut être de temps en temps un peu hypochondriaque, tu ne te sens pas bien, tu te dis, putain, je suis gonflé ici, j'ai une petite boule là, qu'est-ce que c'est? Ça me tracasse. Mais je vais aller chez ma mère, elle va voir, avant que je ne lui dise quoi que ce soit sur mon visage, que je suis tracassé, et déjà elle va faire, qu'est-ce qu'il y a? Ce qui a tendance à me... Je vais lui dire, je ne sais pas, tu veux pas sentir ici? Et ma mère, elle fait comme ça, elle va mettre sa main là où t'as ta petite boule, elle va faire, tu n'as quand même pas le cancer, hein? Tu vois, et c'est exactement la peur que tu avais dont tu n'osais pas parler. Et elle te met les 2 pieds dedans, alors qu'en fait, c'est mais non, ne tracasse pas, c'est rien du tout. Ça, on va aller voir un médecin. Je rigole parce que c'est un peu du vécu aussi. Tu vois ouais, je comprends. Et toi, tu t'en parles, t'es tracassé parce que, oui, évidemment, que tu te dis j'ai une boule, j'ai peut-être un cancer, et t'espères que ton proche va te dire non, tracasse pas, c'est rien. Et elle fait t'as quand même pas cancer. Et puis et dans ta tête, c'est bon, t'as le cancer, c'est foutu. Tu vois? Ouais, je comprends parce que ma mère a un petit peu aussi cette manière d'être. C'est peut-être comme ça avec toutes les mamans. Ma maman, par exemple, c'est quand elle décroche au téléphone. Des fois, elle a une intonation de voix où tu te dis qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Moi, j'ai une tante qui est comme ça aussi. C'est horrible. Hein. Tu l'appelles rarement. Tu l'appelles pour une connerie et elle, le fait que tu l'appelles, elle décroche. Oui, tante Josette, c'est ma tante Josette. Oui, tante Josette, c'est Martha. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
tout de suite. Tu vois, comme s'il y avait un truc grave. Ouais. Mais non, j'appelais pour voir comment ça allait, tu vois. Mais c'est une pression qui se met comme ça. C'est fou. Et là, en fait, c'est ça qui est paradoxal. T'en parles à un proche pour aller chercher une espèce de réconfort que tu n'as pas du tout, qui a un truc qui t'attise encore plus dans l'angoisse que tu avais au départ. Tu vois ? Je comprends tout à fait. J'ai un petit peu le même style de relation avec ma maman, quoi. À quel moment tu acceptes que l'échec il est nécessaire et qu'il peut servir de levier finalement ? Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, dans ta vie, où tu sens qu'il y a un basculement par rapport au phénomène de l'échec ? Je sais pas s'il y a un moment en particulier. Je crois que ça fait petit à petit, mais je sais qu'un jour je me suis quand même rendu compte. Maintenant, je n'ai cette peur que j'avais de monter sur scène et de te ramasser, parce que comme je te dis, c'est vraiment le nirvana ou l'enfer, c'est vraiment l'enfer ou le paradis. Je dis je vais aller vers où ? Puis tu dis à un moment donné, d'abord c'est toi qui as choisi de faire ce métier-là, qui te place volontairement là-dedans, c'est que quelque part ça te fait vibrer aussi. Et d'autre part, après des années, je me suis dit, mais en fait, t'as peur de quoi ? Est-ce que c'est tous ces échecs t'ont tué ? Mais non, je vis toujours et ça va, je suis en bonne santé, je vis bien, donc je n'en suis pas mort. Déjà se rendre compte que l'échec ne tue pas, c'est important. Ouais. C'est déjà le premier truc, parce que oui, c'est sûr qu'il y a des échecs qui peuvent tuer. Hein, c'est sûr que le gars qui a envie de faire de l'hélicoptère et le jour où il y a un problème, ben oui, il va peut-être se tuer dans le truc, mais ça, en tout cas, cette peur-là ne doit pas l'empêcher d'y aller, ou sinon tu t'empêches de faire tout dans la vie par peur de l'échec. Moi, le fait de me rendre compte que l'échec ne tue pas il faut le dédramatiser et se dire, dans le pire des cas, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est ce qui se passera de toute façon si je ne fais rien. Tu vois ? C'est le fameux truc, je n'ose pas lui demander, j'ai trop peur d'avoir un non. Mais le non, tu l'as déjà dès le début. Si tu ne le demandes pas, tu l'auras le non. C'est une base. Donc tout ce que tu risques d'avoir, c'est un oui. Et si c'est non, ben, c'était la situation dans laquelle tu étais à la base, ça ne change pas grand-chose. Tu l'acceptes. Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'un jour ce non se transforme en oui ? Ça, c'est intéressant. Est-ce que tu as un top 3 des échecs dans lesquels tu as le plus appris ? Ouais, un truc où j'ai appris énormément, et ça je mettrais ça en top 1, c'est des histoires de festival d'humour. Hein. Donc c'est le festival du rire de Rochefort, c'est là que j'ai gagné et que je me suis lancé en 2005. Mais il faut savoir que pour se qualifier à l'époque au festival de Rochefort, il fallait faire des auditions dans des conditions très difficiles, à 9h30 du matin, un samedi, devant pas de public, et avec dans une atmosphère hyper concurrentielle. Moi, ça c'est quelque chose que j'avais énormément de mal à vivre, l'aspect concurrence dans le milieu, parce que si on choisit de faire de l'humour, c'est justement pour tout dédramatiser et rire de tout. Ouais, c'est vrai. On choisit de l'humour, et c'est pour ça que je choisis l'humour et pas le foot. Tu vois, le foot, là, tu joues pour la gagne. L'humour, tu joues pour faire rire. Or, dans un concours ou dans un festival, tu vas te retrouver comme dans une compétition de football, à être avec d'autres humoristes, en espérant que eux se plantent, en se réjouissant quand quelqu'un se plante et en ayant peur quand quelqu'un marche. Et à un moment donné, moi, je me suis assez vite dit, mais non, si quelqu'un fait rire, tant mieux pour lui. Moi, j'aime bien rire aussi, donc voilà. Et c'est pas parce que quelqu'un fait rire que toi, tu ne feras pas rire. Donc, arrête de te méfier de ceux qui font rire. Ouais. Sers-toi plutôt de ce qu'ils font bien pour t'enrichir, toi. Et donc ça, moi, ce que je mettais en premier, c'est que pour le festival de Rochefort, j'ai fait les auditions 3 années de suite, en passant inaperçu complètement les 3 premières fois. Mais de fois en fois, j'améliorais des choses. Et quand je suis arrivé la 4e fois, là, j'avais maîtrisé plusieurs aspects que j'avais pas du tout maîtrisé la première fois. Qui est, s'arranger déjà pour que les autres candidats te connaissent, de manière à ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe. S'arranger pour que les organisateurs et les jurys te connaissent déjà avant et entendu parler de toi. Des gens avec qui tu as déjà parlé au bar après, à qui tu as déjà raconté une blague et que tu as déjà fait rire indépendamment de là. Parce que tu vois, c'est toutes des petites choses que tu apprends. Et ça, c'est vraiment... Je mettrais ça en 1 parce que c'est vraiment le petit à petit, échec par échec, où finalement, en 2001, c'est la première fois que je ne passe pas inaperçu et qu'ils me retiennent pour un truc parallèle. Et puis j'ai eu à pied dedans, 2002, 2003, et puis jusqu'au jour où on me fait confiance pour représenter la Belgique au festival, et là je le gagne. D'accord. Mais ça ne s'est pas fait, 108 ans d'échec. Est-ce que tu vas chercher de l'aide dans l'entourage ? On sait que c'est très important de s'entourer, hein, que ce soit de manière... quand on est entrepreneur ou même artiste, comment est-ce que tu vas chercher
les tips, les conseils moi, la confiance, là, je la prenais... alors, c'est marrant parce que c'est les mêmes proches dont je parlais tout à l'heure qui peuvent être les premiers à renforcer cette angoisse, mais encore une fois, la famille, parce que c'est les premiers que je fais rire dans la vie. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est avec ma mère que je construisais mes sketchs et avec mon frère qu'on faisait toute la technique. Et c'est même mon beau-père qui faisait toutes les photos. Et donc, j'aimais bien cette espèce de petit cocon où là, il y a quelque chose d'inconditionnel, où quand même, ce que tu te dis, c'est quand même tu te plantes royalement. Je suis toujours le fils de ma mère et le frère de mon frère et ils ne vont pas me renier parce que j'ai été me planter. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'une espèce de petit cocon autour de toi. Et oui, là, ça me permettait de trouver pas mal de confiance. Ok. On a notre one en 2. Qu'est-ce que tu as ? Un échec dans lequel tu as appris sur toi, sur ta manière d'être, ta manière de faire. Ça, c'est le nouvel enjeu aussi. Moi, j'avais aussi organisé il y a quelques années un festival d'humour qui s'appelait le Cavalerie et où ça fonctionnait très bien et j'y ai mis tout le cœur et tout ça. Et je ne me suis pas, entre guillemets, blindé assez. C'est-à-dire que moi, voilà, là par exemple, j'ai appris qu'il fallait protéger ses idées, qu'il fallait protéger ce qu'on fait. Et moi, je me suis aperçu après quelques années que les gens avec qui je l'organisais avaient déposé le nom du festival dans mon dos sans me le dire, alors qu'ils n'avaient rien inventé. Eux, dans leur tête, ils ont le droit de le faire parce que c'est eux qui entre guillemets faisaient l'infrastructure, donc assurer la logistique, investissaient, ça d'accord, mais ça ne les autorise quand même pas à faire du vol de propriété intellectuelle. Eux s'en rendent toujours pas compte maintenant. Ils ont toujours l'impression que c'est moi qui essaie. Ils sont dans le déni, quoi. J'ai toujours l'impression que c'est moi qui essaie de voler quelque chose, alors qu'en fait, non. J'ai inventé un truc, point barre, ça m'appartient. J'ai essayé de leur faire comprendre, j'ai essayé de leur dire, écoute, si Stromae vient au festival et qu'il invente une chanson ce jour-là, parce qu'il l'a fait chez vous, vous pensez que la chanson de Stromae vous appartient? Ben non, elle appartient à Stromae, c'est la même chose. Là, moi je l'ai très mal vécu ça, mais ça m'a appris à ne pas être trop gentil. La gentillesse c'est une qualité, c'est pas ça, mais finalement à se faire plus confiance à soi et à se dire tiens, je mérite d'exister, je mérite donc protège-toi quand tu trouves quelque chose, ne fais pas trop confiance à tout le monde en pensant que tout le monde il est beau, il est gentil, et voilà, si un jour je devais refaire un truc comme ça, je commencerai par ça. C'est ça. J'invente un concept, j'invente un nom, je vais protéger mon truc tout de suite avant de le faire. C'est un beau message que tu envoies aux jeunes artistes qui débutent, qui veulent débuter. Si vous avez une idée ou que vous trouvez quelque chose auquel vous croyez, avant de mettre tout en œuvre pour le faire, protégez-le parce que vous n'êtes jamais à l'abri qu'un jour les gens qui vous ont aidé et il y a des gens qui vous ont aidé pour mener à bien cette idée que vous aviez, se sentent eux-mêmes propriétaires du truc que vous aviez vous-même inventé et sans foi ni loi un jour se disent non, voilà, protégez-vous d'abord avant de développer un truc comme ça. Beau message. Et en 3 En 3, écoute, ces deux-là, c'était déjà pas mal. Mais qu'est-ce que j'ai En télé, par exemple. Ou vraiment dans la carrière et la notoriété qu'on te connaît aujourd'hui en radio, en télé, en spectacle aussi. Mais... Moi, ce que j'avais remarqué, un truc que j'ai remarqué qui m'avait fort déçu une fois, ça je le mettrai en 3, c'était la première fois... ou la deuxième fois, je pense que via le festival de Rochefort, que je prends une boîte qui vient tout le temps comme ça, je joue avec. Je la prends. Ouais, prends-la. Via le festival de Rochefort, on devait capter mon spectacle pour la TV, pour la RTBF. C'était une des premières fois que ça arrivait, donc j'étais content. Je m'imaginais déjà, mon spectacle en entier capté, qui va être diffusé. Je vais être connu Moi, je croyais toujours qu'il suffisait à l'époque. C'est dans les années 80, tu passais une fois à la télé, ça marchait, t'étais une vedette directement. Ici, tu peux passer. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Tu peux passer 30 fois à la télé. S'il n'y a pas eu une notion de buzz à un moment donné. C'est ce qui m'est arrivé avant le personnage de Kiki. Je crois que je suis passé 25 fois à la télé sans que les gens ne me reconnaissent particulièrement dans la rue et tout ça. Les gens qui te connaissent vont te dire « je t'ai vu à la télé, c'était chouette ». Mais en fait, il y a une notion de buzz aujourd'hui qui a... Kiki, c'est le basculement. Ouais, ça clairement, ça a fait un buzz. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que cette première fois-là où on m'a capté, j'en attendais beaucoup, c'était au Festival de Rochefort, c'était capté par la RTBF et les images étaient là. D'accord. Et donc moi,
j'avais travaillé mon produit, fait mon spectacle pour qu'il soit le mieux possible, qu'il n'y ait pas de longueur, que le texte, le jeu, tout soit parfait. Et effectivement, encore toujours une fois avec mon frère et avec ma mère, mais eux qui ont été les premiers à me dire, après cet échec-là, qui ont été les premiers à me dire, ah non, toi le taf, tu l'as fait, t'as fait exactement ce qu'il fallait. L'impondérable que j'avais pas fait, c'était qu'en fait, le public là-bas n'était, je dois le reconnaître, et c'est pas une insulte que je vais faire au public, mais il n'était pas bon du tout pour une raison, c'est qu'ils enregistraient 10 spectacles la même semaine, 2 par jour, du lundi au vendredi, et moi me retrouvais un mardi en deuxième partie de soirée à 11h du soir. Et en fait, le festival, pour moi, avait raté une chose, c'est que eux, ils pensaient que rien que de mettre l'infrastructure, d'organiser, de faire venir l'artiste, c'était bon. Non. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que quand ça passe à la télé, le public, il fait partie intégrante de ton show, donc tu ne peux pas, il doit être casté. En fait, il fait partie de ton show, donc ça ne doit pas être, tu ne dois pas laisser ça au hasard. C'est ça. Tu dois faire venir des gens, qui sont des rieurs, tu dois faire venir, il y a 200 personnes, tu dois faire venir 200 personnes de gens bien, les mettre dans les meilleures conditions possibles, les chauffer, les faire rire. En fait, tout ça ne doit pas rester au hasard. Moi, je suis monté sur scène et les gens, ils étaient endormis. J'avais même une femme qui avait un peu froid, qui avait mis sa veste à l'envers, une grosse doudoune comme ça. J'ai dit, t'es déjà dans les meilleures conditions pour rire, ou t'as la femme qui se met déjà en position, je vais dormir, quoi, dès le début. Et donc, évidemment, je manquais de rire et de répondant parce que les gens étaient endormis. Mais ça, c'est une chose, ça m'avait fort affecté parce que c'était 1 an de travail pour me dire le petit élément que je n'ai pas pris en charge, que pour moi, pour moi, c'était la responsabilité des organisateurs. D'accord. Non. S'il y a autre chose qui vous inquiète, prenez-le en charge vous-même. Je veux dire, ne faites pas confiance à des gens si vous sentez que il va avoir une couille dans le potage. Ne vous dites pas, veillez à ces trucs-là. Et je me suis servi de ça les premières fois que j'ai fait Kiki à la Coupe du Monde, où là on était à un plateau télé, et il y avait 200 personnes dans le public, et dès le début j'avais compris qu'il fallait que j'aille moi-même chauffer le public. Il y avait personne qui était prévu à l'RTBF pour chauffer le public. Si je voulais que les gens rient, il fallait qu'ils rigolent déjà quand je rentre sur le plateau. Et comment est-ce qu'ils rigolent quand je rentre sur le plateau? En me connaissant avant. Donc j'allais boire un verre avec eux avant dans les coulisses, j'allais les chauffer, et j'en arrivais même à sélectionner moi-même la moitié du public via mes pages. D'accord. Je lançais un appel sur mes pages, qui est intéressé de venir voir la Coupe du Monde aujourd'hui. J'avais 300 demandes, il me suffisait de sélectionner les gens. D'accord. Et je ne laissais pas cette partie-là au hasard. Parce que le spectateur qui regarde la TV, le sketch peut être aussi bon qu'il veut, s'il voit que personne ne rit autour, il ne va pas rire lui-même. Donc, les rires, ça fait partie de ton métier. C'est ce que je m'attelle à faire au Grand Cactus depuis le début aussi. Je vais moi-même chauffer le public pour être sûr de ne rien laisser au hasard. C'est quelque chose que j'ai appris avec cette première télé-là, où j'avais fondé tellement d'espoir et que pour une couillonnade de manque de chauffage de public, ça n'a pas le résultat escompté. Et donc, ça dessert presque quand ça passe à la TV, puisque les gens qui vont te regarder font « Oh, c'était pas terrible ». On ne peut pas empêcher les gens de penser que quelque chose qui ne marche pas à la TV, ils vont pas trouver ça bien si ils n'ont pas le code des gens qui rient. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, quand la télé va sur un festival, sur un spectacle, de faire en sorte que les choses se déroulent comme sur un plateau télé et non pas... Parce que finalement, les gens, eux, ils veulent vivre le spectacle, ils veulent avoir une espèce de connexion avec l'artiste. Et je sais qu'en télé, par exemple, on peut dire à l'artiste « Stop, on recommence, parce que là, ça n'a pas été. » Non, si l'artiste, il se plante sur scène, quand il est sur scène au forum, par exemple, le spectacle continue, on va pas se remettre dans des conditions plateau télé. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, tu vois, de cadrer ce fameux spectacle parce que la télé est là avec ses caméras? En tout cas, c'est un autre exercice. Oui. Ça, c'est sûr que c'est un exercice différent. Et ce n'est qu'une histoire de code pour le public, parce que tu filmerais une pièce de théâtre comique sans public. Ça s'est passé pendant le confinement. Le téléspectateur, il a inconsciemment ce code-là. D'accord. Il est biaise, le téléspectateur, pour dire les choses. Il allume sa télé, il voit qu'il n'y a pas de public, il ne s'attend pas à entendre des rires puisqu'il n'y a pas de public. C'est ça. Et donc là, il est capable d'apprécier ce qu'il voit. Ouais. À l'inverse, si le téléspectateur regarde et qu'il voit qu'il y a un public de 400 personnes et que ces 400 personnes-là ne rient pas, là, il ne va pas rire. C'est un code. Ouais. Il doit entendre. Clairement. Moi, j'ai ça en TV quand je fais, par exemple, ma parodie de Jardin Loisirs. La question se posait, comme on enregistre ça en public pendant le Grand Cactus, il y a les rires du public dessus. Ouais. Et moi, dès la première diffusion, j'ai dit, je veux qu'on laisse les rires du public.
qui veut dire que des fois, ça arrive que le public ne rit pas ou rit moins. Parce que, des fois, pas pour une raison de qualité, parce qu'il se passe un truc pendant que le truc est diffusé. T'as quelqu'un qui a perdu son micro autour de la table, alors le régisseur principal, pendant que ta séquence est diffusée sur l'écran, on va changer la pile de l'émetteur qui ne fonctionne pas. Du coup, le public présent sur place regarde le technicien qui change la pile plutôt que de regarder l'écran. Du coup, ils n'ont pas compris la blague que j'ai faite. Ils ne rient pas, et quand ils reviennent sur l'écran après, ils ont loupé la moitié du sketch qui fait qu'ils ne sont plus capables de se mettre dedans. Résultat, on a des images et pas de rire dessus. D'accord. Et ben, quand ça s'est diffusé, les gens vont dire « Ah, il est moins bien le jardin à loisirs cette fois-ci. » On ne peut pas recommencer Non, tu ne saurais pas. Parce que en plus... Et alors, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un choix de départ. Si moi, dès le départ, j'avais dit « Pour les séquences, je veux qu'on les diffuse sans le son du public. » Donc, à l'état brut, juste comme je l'ai fait. C'est ça. Eh ben, les gens seraient habitués à ce code où il n'y a pas de rire, et donc ils ne seraient pas étonnés qu'il n'y ait pas de rire, ils en riraient, ils aimeraient bien. Mais comme il y a des rires à chaque fois, la fois où il n'en a pas, ils se disent que c'est moins bien. Donc il faut faire attention au code qu'on met. Et donc je dis, quand la télé se mêle d'un spectacle, ben, il faut essayer de placer le téléspectateur dans son salon, comme s'il était un spectacle, donc il doit être entouré de gens qui rient. C'est très très important ça. Ok. Super. Là, tu viens de donner encore une fois beaucoup de matière aux artistes de manière générale, mais aussi à tous ceux qui veulent entreprendre dans la voie humoristique. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as un process à partager ici, une manière de réagir face à l'échec, quelque chose que tu fais pour aller mieux, pour passer de l'autre côté? Il y a des gens qui disent, moi, pour aller mieux, je fais du sport, par exemple. Toi, c'est quoi ton truc? Ça, je ne fais pas, même pour aller moins. C'est plus pour aller moins bien quand je fais du sport. J'ai tellement pas l'habitude que ça m'arrive de temps en temps. Non, je crois que j'ai pas vraiment de process. Et c'est peut-être des choses. En fait, on travaille là-dessus toute sa vie sans s'en rendre compte. Mais c'est vrai. J'ai toujours. On est en train de parler de l'échec. Je ne suis pas en train de m'ériger en spécialiste absolu de l'échec parce que ça me perturbe toujours maintenant. L'échec, quand j'ai des choses qui ne fonctionnent pas maintenant, j'ai toujours une période, comme je parlais de période de deuil tout à l'heure, qui peut. Ça peut durer combien de temps? Ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer des mois. Hein. Tu sais, je parlais tout à l'heure du festival que je faisais à Herve. Ça s'est passé il y a 6 ans. J'ai toujours aujourd'hui des relents la nuit où tu te réveilles en sursaut là-dessus en disant comment est-ce possible. Et donc, moi, j'ai toujours pas la recette par rapport à ça. Je pense qu'il faut faire preuve, de manière générale, il faut faire preuve de ce qu'on appelle la fameuse résilience. La fameuse résilience, c'est simplement de se dire, la vie est là, elle continue, et elle continuera, quoi qu'il arrive, avec ce que tu as vécu. Ouais, donc, tout à fait. Accepte-le. Moins tu l'accepteras, plus ta vie va devenir invivable. Or, il suffit de lâcher. C'est quand on a les deux. Bigard expliquait ça très bien. On est tellement pris par un objectif qu'on a ces 2 mains comme ça, et finalement... on se dit, mais comment ça se fait que j'y arrive pas? Je mets tout ce que je fais pour y arriver. Mais parce que t'as les mains prises. Ouais, à un moment donné, lâche. C'est le lâcher prise. Et ça, c'est ça que je veux dire par résilience. Il faut passer par ça. Et en fait, cette résilience, c'est un mélange de lâcher prise et aussi d'humilité. Je pense que l'humilité, c'est quelque chose d'important. Il y a beaucoup de gens qui ne le sont pas. Et je pense que c'est ce qui peut plomber une carrière artistique. Moi, j'essaie de faire preuve maintenant énormément d'humilité, bien plus qu'à mes débuts. Hein. Quand on est début, on est jeune, on est insouciant, on a envie de croquer la vie à pleines dents et on se croit le meilleur du monde. Et tous ceux qui sont plus âgés, c'est les vieux, c'est des ringards, et c'est moi le meilleur. Et puis, à force de te prendre des baffes, ben, tu te rends compte que ce qui touche le plus les gens, c'est quand tu te montres dans ce que tu es, dans ton authenticité. Et dans ton authenticité, ta vie, elle est faite de réussites et d'échecs qui font que tu arrives à être ce que tu es. Et donc, c'est ça l'humilité. C'est pas se croire plus haut que ce qu'on est parce qu'on arrive à faire quelque chose de bien et pas se croire plus bas qu'on est non plus parce qu'on a raté quelque chose. Donc, il faut avoir une attitude très humble par rapport à ça, de dire, oui, je me suis planté. Ça m'arrive encore, hein. Tu sais, moi, je suis arrivé à réduire le nombre. Peut-être qu'en début de carrière, quand on ne me connaissait pas, peut-être que sur 10 spectacles, il y en avait peut-être 4 qui allaient cartonner, 2 qui allaient bien marcher et 4 qui allaient foirer. Et aujourd'hui, sur 10 spectacles, il y en a peut-être 7 qui vont cartonner, 2 qui vont bien se passer et un seul qui va foirer. Je suis arrivé à réduire ce nombre-là.
Mais en attendant, il faut quand même toujours pouvoir continuer à vivre avec celui qui foire. Et même moi, maintenant, je suis un peu habitué. Je ne vois plus ça comme quelque chose de catastrophique. Ça s'est planté, ça s'explique par... Super. Le public était moins nombreux, j'ai joué trop tard, on m'entendait pas. J'étais moi-même pas en forme, j'ai moi-même pas été très bon. Il faut pouvoir accepter aussi ça. Ok. Je pense que les footballeurs, apprennent plus facilement ça que nous. Parce que le football, ce n'est que ça, c'est des victoires et des défaites. Alors si tu te suicides après chaque défaite, tu vas te suicider souvent. Oui, c'est vrai. Tu vois peut-être un peu plus de budget quand même dans le football que... Oui, qui te permet de dire... C'est pas grave, on est éliminé en 8e de finale contre la France, mais on gagne quand même 20 millions d'euros par an, donc on s'en fout. C'est sûr qu'ils sont extrêmement bien entourés dans le très très haut niveau. Voilà, ils sont entourés de dizaines de personnes. Mais confirmes? justement, oui, je trouve qu'ils sont bien entourés, peut-être des fois même trop bien entourés. Mais par contre, ce que je trouve en tout cas, je trouve ça avec les footballeurs belges très forts. Beaucoup de gens ont dit qu'ils se comportent un petit peu comme des enfants gâtés. On dit souvent ça, mais on dit souvent ça des Bleus aussi. D'ailleurs, c'est les deux équipes, je trouve, qui ont été le moins bien à l'Euro, c'est la Belgique et la France. Ils ont vraiment été... parce que justement, ils sont peut-être un peu trop encadrés, trop mis sur un piédestal et qui ne reviennent pas assez à leurs valeurs profondes, qui ont justement de faire preuve d'humilité, d'aller au charbon, ce qui permet d'aller chercher ce qu'on appelle la niaque. C'est ça. Si tu veux gagner en football, tu dois le premier élément, au-delà de ta technicité, de tout ce que tu as appris, de ta vision du jeu comme Kevin De Bruyne, de ta technique, de ton physique, au-delà de tout ça, c'est d'abord le mental, et le mental, ça se travaille avec la niaque. C'est pour ça qu'un gars comme Marc Wilmots, qui était peut-être intrinsèquement bien moins fort que toute la génération après, Marc Wilmots était un meneur d'équipe parce que il se remettait tout le temps en question, et c'est niaque du début à la fin. Et c'est qui les équipes qui nous ont le plus séduit dans cet Euro qu'on vient de vivre? C'est la Géorgie et la Turquie, qui sont des équipes qui n'ont aucune chance à la base, mais qui ont joué, ils jouaient leur vie avec leur cœur. Et nous, téléspectateurs, c'est ça qu'on veut voir. Ouais. On arrive ici à la conclusion. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent en conclusion? C'est marrant, parce que il y a un truc qui est fou. C'est que dites-vous bien que c'est plus facile de donner un conseil que de se l'appliquer à soi-même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut se dire. Parce que moi, les conseils que je vais vous donner, là, ça a l'air si beau, mais je suis le premier à détruire quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est ça. Mais tu as déjà donné beaucoup de conseils. Je trouve que tu as apporté beaucoup de valeur. En fait, il faut revenir à des valeurs fondamentales de vie. Il faut faire preuve d'énormément de philosophie, là, mais se dire que tout ça, ce n'est jamais qu'une vie, et notre vie qu'on vit tous, qui a un début, qui a une fin, et peu importe ce que tu fais entre les deux, le truc qu'il faut faire pendant que tu es en vie, c'est de faire tout ce qu'il faut pour te correspondre à toi, c'est ça. Et pas correspondre aux autres. Et je dis ça, c'est très paradoxal, puisque moi, mon métier, c'est justement de plaire aux gens, c'est justement d'aller les faire rire. Mais j'ai appris à ce que ce ne soit plus si vital que ça. D'accord. J'ai appris à se dire, non, je suis désolé, j'assume ma vie, j'assume mon existence. Moi, ça me fait rire, et tant pis si les gens n'en rient pas. Bon, à un moment donné, on se retrouve et ça fait plaisir, évidemment, quand ça marche, et c'est génial. Mais il faut arriver à se dire, ce n'est que du boulot, ce n'est que la vie que j'ai choisie, et voilà. Il faut quand même toujours revenir aux fondamentaux, se dire, vis ta vie un maximum, elle est limitée dans le temps, il y a un début, il y a une fin, sois le plus épanoui possible, tu vis, tu respires, tu n'es pas malade, tu ceci, cela, c'est déjà très bien par rapport au reste. Quel magnifique message. Mais j'aime beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est la fin. Tu te sens comment, là? C'est pas facile de se livrer. C'est pas un exercice qu'on fait tous les jours, peut-être même très rarement, et encore moins pour un public. Tu te sens comment par rapport à ça, par rapport à l'exercice? Écoute, c'est bien, ça fait un peu comme la petite heure de psychanalyse. J'aurais dû mettre sur le divan là derrière, je ne sais pas si on le voit. Si, on le voit un petit peu. En fait, tu pourrais faire tes podcasts comme ça, coucher les gens dans un divan, te mettre à côté avec un papier. Pourquoi pas? Mais non, il y a un côté comme ça, parce que le fait de se poser pour y réfléchir, mais d'avancer moi-même, dans le sens où il y a des choses que j'aurais pas imaginé dire avant qui sortent parce qu'on vit le moment, tu vois. C'est ça. Je veux dire, donc ça, c'est important. Ça aussi, c'est un message important. C'est de temps en temps important aussi dans une vie effrénée. Je peux dire que des fois, on a vraiment une vie effrénée de
relever un peu la tête du guidon, prendre une pause, regarder sa vie avec un peu de hauteur, un peu de recul, un peu comme ça, se dire est-ce que ça me convient ça, comme ça va, qu'est-ce que je peux changer parce qu'au final le but c'est de se sentir bien soi-même. Effectivement. Ton actu pour conclure définitivement. Mon actu là, là, justement, on dirait que ça lie ce que je viens de te dire. Je prends enfin un petit mois pour moi ici, et il était temps parce que ça fait 2 ans. Moi, j'ai fait des travaux, comme je t'ai expliqué. J'ai travaillé comme un fou les 2-3 dernières années, et finalement, tu prends assez de temps pour toi. C'est important de prendre du temps pour soi, pour se régénérer, pas que physiquement, mais aussi mentalement. C'est important de nettoyer. D'enlever toutes les toxines mentales qu'on a pu accumuler, parce que la vie est dure et certaines fois on accumule des choses négatives qu'on ne sort pas, qu'on garde pour soi et qui finissent par te miner on ne sait pas quoi. Donc à un moment donné, il faut savoir un peu aérer. Okay. C'est ça que je vais faire prochainement. Mais sinon, on revient pour la 10e saison du Grand Cactus dès septembre. Et puis une grosse année 2025 où je fêterai mes 20 ans de scène, j'espère. Wow. Au Forum. Normalement, il y aura un final au Forum aussi. Ouais. Mais on essaie de faire une grosse salle dans chaque province Belgique, à Mons, à Wavre, à Bastogne. Puis maintenant, il y a aussi le projet Le Petit Martin chante le Grand Jojo, où là, on fait plus de la scène, avec des grosses dates qui se profilent à l'horizon, notamment le Festival de Liège cette année. Ok, super. Une dernière fois, merci vraiment pour l'échange, Martha. C'était vraiment très, 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 très aspirant. Merci à toi. Pour encore plus d'histoires de patrons personnalités et anonymes qui se livrent uniquement sur leurs échecs, abonne-toi et active la petite cloche. Tu recevras une alerte à chaque nouvel épisode. L'abus d'échec n'est pas dangereux pour la santé.